Et donc on est poussé par, je pense, une réaction traumatique qui, dans notre narration inconsciente, nous fait dire que si on ne réussit pas, on va mourir. Et du coup, on finit par bosser 80 heures par semaine, on essaye de gagner beaucoup d'argent. Comme on bosse énormément et qu'on est malheureux, eh bien cet argent nous sert à compenser, à acheter plein de conneries, à multiplier les possessions matérielles qui finissent par nous enchaîner. Et à un moment, il y a quelque chose qui pète. Parce que on se rend compte que c'est une course qui mènera vers rien. Salut les curieux, aujourd'hui j'ai la chance d'avoir rendez-vous avec Stéphane Schillinger, homme passionné de spiritualité, auteur, ancien champion de billard, ancien conseiller financier, expérimentateur, youtubeur, conférencier, mais également explorateur des univers intérieurs. Bonjour Stéphane et merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Bonjour, merci à toi pour cette invitation. Avec grand plaisir, vraiment. J'ai cité beaucoup de casquettes et d'étiquettes te concernant, mais le tout étant beaucoup plus que la somme des parties, cela met directement en avant le fait que tu n'es pas résumable à l'une d'entre elles et qu'on pourrait en donner beaucoup d'autres sans pour autant parvenir à te cerner totalement, ce qui est, tu en conviendras, une très bonne chose. J'aimerais également présenter Gaëtan qui sera en régie durant toute l'émission et qui viendra à la fin pour nous partager son point de vue subjectif, comme à son habitude. J'en arrive à ma première question pour toi Stéphane. Comment tu te sens là? Qu'est-ce qui se passe pour toi? Est-ce qu'il y a plusieurs voies? Alors déjà, merci de cette question. Elle me permet de me recentrer. Je me sens bien. J'ai vu tes vidéos, donc je suis assez enthousiaste à toutes ces questions qui vont arriver et qui vont me permettre d'aller m'explorer un peu plus profondément, parce que je sais que c'est des questions pertinentes. Et voilà, donc enthousiaste, présent. Chouette. Tu vois, c'est exactement à quoi sert cette première question, c'est à se centrer chacun de notre côté, de manière à ne pas avoir à le faire en cours de route au fur et à mesure des questions. Je te remercie pour ton intérêt pour la chaîne, ça fait plaisir, c'est chouette. Ma deuxième question sera la suivante. Est-ce que tu as déjà utilisé le terme d'extraterrestre pour t'auto-qualifier? Non. Dans mon monde intérieur, oui, extérieurement, non, puisque j'ai peut-être cette conviction, cette supposition que finalement l'homme ne serait pas apparu sur Terre, mais peut-être justement qu'il aurait été déposé là par une civilisation de passage. Qui sait? J'en sais rien, mais c'est effectivement, ça fait partie de mes spéculations intérieures, desquelles je ne parle pas publiquement, et c'est peut-être la première fois, mais Okay. voilà, j'aime beaucoup le terme extraterrestre, et dans mes livres, par contre, le terme revient beaucoup. Ok. Justement, oui, tes livres seront comme le reste de ton travail, en tout cas ce qui est accessible sera en description de la vidéo, mais on y reviendra à la fin, bien entendu. Ce que tu mets en avant, c'est le fait que extraterrestre, c'est pas un mot qui est venu naturellement pour toi, même si c'est un sujet qui t'intéresse. Est-ce que par contre le regard des autres comportait cette hypothèse que tu venais d'ailleurs, ou pas du tout? Non, pas que je venais d'ailleurs, non pas du tout, mais clairement, il y a dans mon parcours, il y a une vraie notion d'inadaptation qui a marqué une grande partie de mon parcours, que ce soit scolaire, que ce soit professionnel. Il y avait pendant une très longue période une vraie inadaptation. On parlait de cette histoire d'étiquette, et effectivement. Il y en a eu plein qui sont venus un petit peu encadrer, nomenclaturer ce que je suis, ce que je ne suis pas. On pourra en parler plus tard. En tout cas, j'accorde très peu d'importance aux étiquettes. Mais effectivement, extraterrestre, c'est une étiquette souvent, mais qui n'est pas franchement positive. C'est souvent péjoratif. Et voilà. Ok. Moi, j'ai plutôt tendance mais justement, c'est intéressant parce que tu l'éclaires à ta façon. Cette étiquette d'extraterrestre, quand on se la pose à soi-même, en fait, c'est comme si on avait un besoin de se cliver de l'humanité de manière à pas se sentir étranger à sa propre espèce. On en crée une autre à côté.
de manière à quand même appartenir à sa propre espèce dont on ne sait pas quels seraient les pairs qu'on pourrait découvrir dans le futur. Et c'est pour ça que les étiquettes dont je parle peuvent constituer à un moment donné une mise à jour. Je ne sais pas si ça a été le cas pour toi, mais comme tu le disais, on abordera peut-être le sujet des étiquettes un petit peu plus tard dans cette conversation. Bah, on peut le faire maintenant ou plus tard, c'est comme tu veux. Alors, je t'en prie, oui. Quelles étiquettes sont venues te visiter et de quelle façon tu les considères aujourd'hui? Bah, ces étiquettes, tu vois, on parlait d'inadaptation, on parlait d'extraterrestrialité. Les étiquettes, après, c'est la médecine ou la psychiatrie qui vient les poser. Alors, il y a eu l'étiquette du trouble du spectre autistique, il y a eu l'étiquette zèbre, il y a eu l'étiquette HPI. Et à chaque fois, j'aime beaucoup ce que tu dis quand tu dis cette notion de mise à jour. En fait, ça vient un petit peu donner, rajouter quelque chose à la notion d'identité, à la notion d'ego. Alors souvent, on arbore cette étiquette au début, et puis à un moment, on se rend compte qu'une étiquette est plutôt enfermante qu'autre chose. On est réduit à cela. Et puis maintenant, l'étiquette, la dernière, c'était TDAH. Mais je trouve ça intéressant. C'est symptomatique de la propension de l'être humain et de la méthode scientifique de vouloir nomenclaturer, de vouloir circonscrire et de vouloir enfermer des humains qui sont une infinie nuance dans les limites d'un langage bien fini, quoi. Et donc les étiquettes, alors, en l'occurrence, elles servent à beaucoup de personnes. Hein. Il y a un intérêt, on va dire, ou psychiatrique, ou psychologique, ou médical derrière tout cela, mais elles peuvent également enfermer, et on peut s'enfermer dans la narration du « je suis » égale une étiquette, et ça peut être particulièrement limitant. Moi, je vois ça plutôt comme une infinie nuance de particularités et de couleurs. Ok, bah je suis assez d'accord avec cette vision, j'y souscris pleinement et puis on essaye sur cette chaîne en tout cas d'avoir quelque chose qui va à la fois considérer les personnes qui prennent au sérieux ces étiquettes et considérer aussi l'après-étiquette comme étant quelque chose de désirable, pas forcément violemment, mais de façon la plus douce possible, de manière à respecter tout le monde là où il en est, parce que c'est pas la peine de brusquer non plus les ouvertures. Ça aussi, c'est un sujet qu'on pourrait aborder ensemble par rapport à la prise de psychotropes, mais j'ai pas spécialement prévu d'aborder ce sujet-là avec toi aujourd'hui, mais on verra. Peut-être que ça viendra. Je me demandais donc du coup, tu parlais au départ, tu parlais d'une inadaptation, et dans cette inadaptation, je voulais savoir, c'était comment pour toi quand tu as compris que tu étais un humain parmi les humains? Comment tu l'as pris ça? J'ai du mal à répondre spontanément à cette question. J'ai toujours, enfin, quand je dis j'ai toujours, il y avait quand même une grande partie de ma vie, probablement jusqu'à 25-26 ans, grandi en profond décalage. C'est même tardif en fait, hein, avant de me rendre compte que l'accentuation de ce clivage par rapport à mes congénères n'était pas forcément une bonne chose et relevait plutôt du traumatisme que d'une vraie particularité. Et donc, on peut se retrouver à certains moments de la vie, alors donc, comme je le disais, pour moi, c'était probablement jusqu'à 25-26 ans, où on s'enferme dans une narration en disant que nous sommes différents et plus ceci ou moins cela. En fait, c'est une tentative de délimitation de l'identité, c'est une recherche de soi qui prend une forme à travers une narration bien précise, et tout ça, c'est le processus de l'ego. C'est-à-dire, moi je vois l'ego non pas comme quelque chose qu'il faut tuer, hein, puisqu'on entend beaucoup ça dans la dialectique New Age à la mode. En fait, l'ego, pour moi, je le vois comme une structure d'interface qui va permettre aux gens de communiquer et de s'individuer ou de s'individualiser. Et en fait, on peut dire l'ego, mais on peut le remplacer aussi par le mental, qui permet de prendre les objets et de discerner le monde. Et sans ego, nous ne serions pas fonctionnels. Et je crois que dans la narration qui a été la mienne et qui, dans ce que je constate, est celle de beaucoup de gens, c'est pour ça que le mot narration revient beaucoup chez moi. Il y a la tentative de l'ego de se délimiter, de éventuellement s'extraire, de s'illuminer, qui ne sont en fait que des mécanismes de survie. Et donc certaines personnes vont conditionner leur survie avec
l'extériorisation du groupe, et d'autres personnes vont conditionner leur survie avec l'inclusion du groupe. Et effectivement, chez les gens qui ont une tendance tout à fait naturelle à survivre en s'extériorisant du groupe, eh bien, il va y avoir une narration un petit peu plus ampoulée, une narration un petit peu plus pointue sur qui je suis, ce que je fais, et un petit peu comme la mienne maintenant, en fait. et, 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 euh, et du coup, bah voilà quelle était ma couleur jusqu'à cette période. Et l'idée, là, c'est de me raconter de moins en moins et de vivre de plus en plus, quoi. Hmm. Ouais, ouais, bah, je te rejoins là aussi sur ce que tu nous exprimes. En fait, aujourd'hui, j'avais envie d'échanger avec toi sur le sujet justement du mental et de l'ego. C'est sur ça que je t'avais dit qu'on allait échanger aujourd'hui. Donc super, il y a une belle introduction qui vient d'être faite. J'ai plein de questions hein, qui sont liées à cette thématique-là. Mais dans ce que tu viens d'évoquer comme étant les manières de se construire, et on peut retrouver en fait ce que Carlos Tinoco a posé dans son livre, le récit collectif et le récit singulier. Et je me posais cette question parce que j'avais jamais pensé à ça sous cet angle, alors que c'était sous mon nez depuis très longtemps. Est-ce que quand on se construit avec un récit singulier qui du coup n'inclut pas l'appartenance au groupe ou n'arrive pas à appartenir au groupe, eh bien, on n'a pas de surmoi à cet endroit-là. Hmm. Et je me posais cette question-là en me disant, les gens qui adhèrent au groupe ont un surmoi à l'endroit où le groupe a des règles, des fonctionnements particuliers. Donc il y a le groupe et puis on est au sein du groupe un individu qui le constitue, donc un maillon de la chaîne, etc. Et j'ai l'impression que peut-être dans une construction plus individuelle au départ, mais qui est pas voulue, qui est subie en quelque sorte, avec une grande violence qui s'apparente presque à un traumatisme de départ. Est-ce que ce qui manque, c'est pas un surmoi, et est-ce qu'aujourd'hui, ton calme ne vient pas du fait d'avoir un surmoi alors qu'au départ, tu n'en avais pas? Quand tu dis sur moi, juste pour être sûr de bien comprendre, est-ce que tu parles de la notion d'âme? Je parle Ou c'est d'avoir l'âme au-dessus. jungienne, par exemple? C'est vraiment ce qu'on veut y mettre, en fait, c'est le fait d'appartenir à un tout. C'est le fait de ne pas être Oui. le dernier étage de sa pyramide intérieure, on pourrait dire ça comme ça. Donc, il y en a qui vont mettre Dieu, il y en a qui vont mettre la réussite professionnelle, il y en a qui vont mettre l'appartenance à un groupe, une société secrète, j'en sais rien moi. Il va y avoir énormément de façons de Mhm. ne pas être le dernier maillon ou le dernier étage de sa pyramide, en quelque sorte, d'avoir quelque chose au-dessus de soi et d'être inclus dans ce tout. Oui, alors je me suis jamais vraiment plongé dans cette notion que tu évoques, mais ça me semble, en tout cas, ça me semble tout à fait pertinent. Dans la mesure où les gens qui se racontent beaucoup, on pourrait penser par exemple à une faille narcissique, hein, dans la mesure où quand on constate que quelqu'un a besoin de beaucoup faire de narration autour de lui et de s'extraire du groupe pour exister, hein, on pourrait penser à quelque chose d'assez épidermique ou une réaction traumatique à quelque chose qu'il aurait vécu et dont la seule issue plutôt que de rentrer dans un groupe serait justement s'en extraire pour être en sécurité. Si toutefois la vie lui raconte, à ce type de personnage, la vie lui raconte que le groupe est dangereux. Et donc, ce qui va pouvoir se développer, c'est comment est-ce que je me rends indépendant du danger du groupe. Donc, dans une certaine approche, c'est ce qu'on va appeler des personnes sentinelles, qui ont aussi leur fonction sociale au sein du groupe, puisque elles préviennent le danger. Et donc, c'est des gens hyper vigilants qui ont peut-être grandi dans un cadre traumatique et menaçant. En tout cas, le premier message que la vie leur envoie, c'est que les autres sont un danger pour ta sécurité. Donc on pense aux parents dysfonctionnels. Ici, je pense par exemple au livre que j'adore, qui est Le drame de l'enfant doué d'Alice Miller, qui explique ce processus qui va mener les individus à une hypervigilance. Et ça me fait aussi penser, je ne sais pas à quel point tu es familier avec l'énéagramme, mais là où je me retrouve beaucoup, c'est par exemple le profil 4, quoi, hein. C'est vraiment celui qui a besoin, me semble-t-il en tout cas, de s'extraire pour exister, pour donner un sens à son existence, pour compenser un peu justement la faille narcissique, quoi, hein. Donc je ne sais pas si en quelque sorte ça répond à ta question ou pas.
Si, carrément, ça si. Et je suis pas un spécialiste du surmoi, c'est simplement que c'est venu me visiter. J'ai à cœur, dans les interviews que je propose, d'être néophyte des fois sur les trucs qui me viennent de me chatouiller les pieds, et de pas avoir pris 2 ans pour explorer le sujet, et juste de mettre ça sur la table avec des gens qui viennent. C'est le moment, donc je le mets sur la table. Donc je suis pas un spécialiste du surmoi du tout. Ce que j'ai dit peut-être ne correspond vraiment pas à ce que certaines personnes plus aguerries pourraient y mettre. Par contre, oui, je te rejoins sur la façon dont tu rebondis et sur le fait de le mettre avec le profil 4 de l'énéagramme dans lequel personnellement moi je me retrouve, même si j'ai plus besoin spécialement de me retrouver dans ce genre de procédé pour me rassurer, mais pendant un moment j'ai eu besoin, donc je sais qu'à cet endroit-là c'était le 4 qui avait vraiment été une révélation en quelque sorte, de mon fonctionnement. Il y avait eu un bon coup de projecteur à un endroit de moi que je connaissais au premier degré et sans avoir de distance dessus, donc ça m'a aidé à un moment donné de croiser l'énéagramme de cette façon-là. D'ailleurs, je renvoie toutes les personnes qui nous regardent à l'interview de Daniel Morel qui nous avait fait un tour de l'énéagramme qui avait été super à ce moment-là. Donc ouais, moi je me réjouis qu'on puisse parler de ça, de ce mental envahissant, puisqu'en fait, dans les personnes qui vont se construire, comme on vient de l'évoquer, en dehors du fonctionnement du groupe, qui auront du mal à adhérer, moi déjà j'y vois quelque chose de moins peut-être binaire, c'est-à-dire qu'en fait c'est double. Il y a à la fois l'espèce d'élan de rejoindre le groupe qui est inscrit dans nos cellules, moi je crois, quelque part, et puis on peut être à la fois désireux de rejoindre ce groupe tout en ne trouvant jamais la porte qui mène à l'adhésion au groupe, parce qu'en fait c'est comme si le niveau de complexité avec lequel on pouvait accéder au réel ne pouvait pas être nourri par les fonctionnements de groupe. En tout cas, moi, les groupes sur lesquels je suis tombé ne répondaient pas à cette exigence ou à ce besoin de complexité. Donc du coup, je voyais les grosses ficelles des fonctionnements des groupes et j'arrivais pas à adhérer, alors que à l'intérieur de moi, je ressentais un élan qui allait vers ça, mais je ne pouvais pas me soumettre à cet élan de manière... j'avais l'impression de devoir régresser pour pouvoir le faire, en fait, d'une certaine façon. Même si ça peut paraître prétentieux, c'est pas grave. C'est comme ça que ça se ressentait en interne. Oui, ça me parle énormément et le mot qui me vient ici, c'est le neuroatypisme quelque part. Tout à fait. Hein, et c'est peut-être sans prétention aucune, hein, c'est peut-être tout simplement une manière différente d'être au monde. Un peu comme il y a des gens qui ne peuvent pas être au monde sans une dépendance extrême au comportement d'autrui ou aux attentes d'autrui. Je ne sais pas si tu connais un petit peu ce Oui, bien type-là. sûr. Finalement jamais par eux-mêmes ou jamais sans l'extérieur, eh bien peut-être que ce que tu décris ici, à travers toi, à travers moi, ou ce que tu en perçois, c'est justement encore une incapacité d'intégrer le groupe et peut-être cette incapacité, donc qui s'est gommée avec le temps, et bien gommée même, elle résulte peut-être d'une enfance ou des premiers messages de vie ou des premières expériences de vie et peut-être on se construit autour de ce champ traumatique de la manière la plus adaptée possible. Et je pense personnellement que cette couleur-là, ce neuroatypisme peut-être, est quelque chose qui est constitué à travers les premières expériences traumatiques d'enfance. Je dis souvent, alors ça, bien sûr, cette phrase sortie de son contexte va pouvoir faire scandale, mais je dis souvent, l'enfant ne souffre pas, il s'adapte. Et en fait, l'enfant qui est donc cet être d'une plasticité extraordinaire, il n'a pas cette faculté qu'on a en tant qu'adulte qui est de se morfondre et ressasser et souffrir et être en dépression. Il est d'une adaptation quasiment instantanée et d'une flexibilité, une plasticité assez incroyable. Et donc, ça donne lieu à la constitution d'une personnalité dès lors que dans l'enfance, à cet endroit de plasticité, est vécue une expérience qui est perçue par le système neurologique en l'occurrence comme extrêmement périlleuse, quoi. Et donc ça donne peut-être des gens comme nous, quoi. Et puis dans le drame de l'enfant doué, par exemple d'Alice Miller, pour revenir à ce livre, puisque c'est de ça, je crois, dont on parle, c'est ce livre qui m'est vraiment, le jour où je l'ai trouvé, il m'est tombé des mains au sens littéral du terme, tellement il y a eu d'eureka et de tilt. C'est en fait le fait de grandir dans un environnement, on va dire, hostile à la spontanéité, aux émotions, va créer chez l'enfant une adaptation qui va consister à
incarner une hypervigilance. Puisque le danger est partout, il va falloir que je le vois venir plus rapidement que les autres. Il y a également le phénomène d'introjection du parent. Le parent qui est le vecteur du danger, avant de me faire menacer, critiquer, refoulé par le parent, il va falloir que j'intègre ce jeu en moi et que je vois venir le problème avant qu'il vienne de mon parent. Donc c'est ce que j'appelle l'introjection. Et donc du coup, ce détecteur radar, ce que j'appelle cette tour de contrôle, est un mental qui est surinvesti et dont on se retrouve à certaines périodes de vie finalement piégé. C'est-à-dire que cette manière d'être au monde, qui est une forme d'hypervigilance ou d'hypermentalisation, et souvent les deux vont super bien ensemble, qui nous a permis de survivre et de traverser les périodes les plus sensibles de la vie, deviennent un certain temps. Alors, des fois, chez certaines personnes, c'est 30 ans, des fois c'est 40, des fois c'est tout à fait en fin de vie, deviennent limitant. Il y a un autre livre assez poétique à ce sujet qui s'appelle Le Chevalier à l'armure rouillée, qui explique en somme qu'on se construit une armure et que finalement, à un moment, ces mécanismes de survie trouvent leurs limites. Ouais, ça me fait penser à une phrase que j'ai déjà citée dans une autre interview, mais elle est vraiment très belle. C'est dans le spectacle de Panayotis Pasco qui dit, je pense que je suis pas exact dans les mots, mais qui dit en gros, on construit son adulte autour de son enfant pour le protéger et il finit par l'étouffer. J'avais trouvé ça très beau. Oh, ouais. Ouais. On est d'accord. Pour ce qui est justement de ces premières années d'enfance et de la tristesse, alors peut-être que j'ai réhabillé moi a posteriori mon histoire, c'est tout à fait possible de la réinterpréter plein de fois et jusqu'à ce qu'elle ait cette teinte, mais j'ai l'impression que l'enfant que j'étais était profondément triste avec tous les ingrédients que tu as nommés exactement, mais j'ai l'impression que oui, il y a de l'adaptation, mais par contre ce sentiment de dépression, moi, j'ai l'impression de l'avoir vécu vraiment très tôt, mais c'est un ressenti subjectif auquel je suis connecté comme étant vrai et qui veut dire des choses de moi qui sont pas forcément exactes dans les faits, mais par contre, voilà, dans le ressenti, c'était lourd. Je voulais juste faire cette parenthèse là, ouais. Du coup, je me posais la question, au départ de ton intervention, tu as parlé de l'ego et du mental comme étant des synonymes. Est-ce que néanmoins, tu voudrais bien revenir sur peut-être les petites nuances qu'il y aurait entre ces deux termes, les petites différences que tu pourrais faire, ou alors il n'y en a pas du tout selon toi? Ah non, j'ai pas utilisé le mot synonyme, mais effectivement, tu vois, on sait un petit peu, comment dire, il y a eu une petite confusion entre ce que toi tu entends, ce que moi j'entends à travers le surmoi. Et effectivement, quand on dit ego mental, on est sur des structures qui sont relativement, à mon sens, en tout cas, intellectualisées. Et si on devait faire une différence entre l'ego et le mental, je dirais l'ego, c'est une structure d'individuation. Et je pourrais revenir là-dessus, hein, c'est vraiment une interface qui nous permet de nous individualiser. Le mental est plutôt l'outil dont la structure qui est l'ego va se servir pour construire une nouvelle narration ou réétablir sa narration. Pour bien parler de l'ego, j'aime beaucoup prendre des métaphores, notamment la carapace de la tortue. La tortue, si la carapace est trop petite, eh ben, elle se fait bouffer, et si la carapace est trop grande, elle peut plus bouffer, c'est-à-dire qu'elle peut plus se déplacer. Eh bien, l'ego, c'est pareil. On pourrait penser, plutôt que de souscrire à ces approches qui disent qu'il faut tuer l'ego ou qu'on a trop d'ego, on pourrait penser à ce que l'ego soit justement un outil qui est correctement dimensionné pour permettre à la tortue d'à la fois se protéger et à la fois se nourrir. J'aime beaucoup aussi l'ego pour dire que c'est aussi les épines de la rose ou les griffes du tigre. Je considère que nous sommes des véhicules qui transportent le vivant. Et que le vivant est cette intelligence qui anime tout être porteur de vie, et que la vie, pour pouvoir continuer à se répandre, à se complexifier, et se répandre à la fois sur Terre, mais à la fois au-delà de la Terre, a besoin justement de véhicules qui sont capables de préserver l'étincelle de vie à l'intérieur d'eux, c'est-à-dire de se défendre. Et l'ego, c'est aussi ça. C'est quelque chose qui aide le vivant à pouvoir à une forme de résilience. Et
et à pouvoir continuer à transporter le vivant ou la conscience, peu importe. On est encore une fois j'essaye encore une fois de rapprocher des mots. Le mental étant quelque chose, à mon sens, de beaucoup plus humain, de beaucoup plus occidental, qui est un peu glorifié. J'aimerais encore ajouter une autre métaphore qui, je pense, va te plaire. On pourrait s'imaginer que le corps, c'est comme un ordinateur. Et que à l'intérieur de l'ordinateur, il y a donc la conscience. Et la conscience, c'est le système d'exploitation, iOS ou Windows. Et ça fonctionne comme ça. Et puis à un moment, on arrive, la conscience, elle rentre dans l'ordinateur, allez, il y a l'écran qui s'allume, c'est fabuleux, mais qu'est-ce qu'on va en faire? Parce qu'avec un iOS, s'il n'y a rien d'autre, on ne fait pas grand-chose. Donc on va ouvrir un fichier Word, et puis on va nous mettre en titre du fichier Word, Mathieu, né le, couleur des yeux, et c'est un garçon, etc. Et puis nous, on va commencer, à travers nos expériences de vie, à taper dans ce fichier Word et de faire une narration qui va devenir l'ego. Eh bien, par exemple, et puis la narration elle-même, c'est le mental. Hein. Et on est là dans un renforcement de structure, puisque je le répète, je crois que nous sommes des structures de transport du vivant, de l'intelligence du vivant ou de la grande conscience, dont une des fonctions est aussi de se défendre dans un environnement aussi hostile que la société dans laquelle nous vivons. Qui court vers sa perte, rappelons-le. Je dis ça parce que je sors d'une conférence d'Aurélien Barraud que j'admire, et du coup, ce qui est intéressant comme perspective, quand on arrive à un petit peu rentrer de manière kinesthésique, de manière cellulaire dans ces métaphores que je donne pour mieux sentir qu'est-ce que mon ego, où se situe mon ego. Ce qui est intéressant, c'est que certaines pratiques nous offrent la possibilité de cliquer en haut du fichier Word pour le minimiser en barre des tâches et de pouvoir explorer plus loin et de pouvoir s'identifier à autre chose qu'une narration personnelle constituée de mes succès, mes échecs et mes caractéristiques purement physiques. Et à ce moment-là, à travers ces pratiques ou ces expériences, qu'elles soient psychédéliques, transcendantales, ça peut être la méditation, le tambour, le chant, eh bien, il y a la possibilité d'accéder à une expérience qui nous montre de manière tangible que nous sommes beaucoup plus que cet ego, que cette identité sociale, cette carrière, ces caractéristiques physiques, mais nous sommes visiblement une conscience observante dans laquelle l'ego se déploie. Et je crois que toucher du bout du doigt cette expérience qu'on pourrait appeler transcendante, qui consiste encore une fois métaphoriquement à minimiser le fichier Word pour voir qu'il y a autre chose, eh bien, je pense que ça procure un très grand sentiment de libération des schémas de souffrance. Voilà ce que je peux dire pour le moment. Bah, c'est déjà super. Je te remercie pour ce développement. Ouais, il y a plein d'éléments à l'intérieur de ce que tu viens de dire. Et je pense notamment aux personnes qui regardent cette chaîne, qui sont souvent des personnes avec un mental très puissant et voire envahissant. Et donc notre échange, c'est pour moi une occasion d'aborder de façon singulière le sujet du mental et donner des billes à des personnes qui ont peut-être justement besoin de prendre les choses par le mental pour ouvrir à autre chose, parce que c'est le seul moyen qu'ils aient pour l'instant d'accéder à des mises à jour, puisque les mises à jour se font soit de façon violente par des événements, des expériences fortes, voire des maladies, mais autrement les petits changements se font pour la plupart des gens, j'imagine, qui nous écoutent, avec le mental et avec, moi ce que j'ai l'habitude de dire, c'est comme si j'étais une grosse cafetière, que je mets plein de café à l'intérieur et des fois il y a une goutte qui tombe et ça fait vraiment ça fait un truc corporel et qui va s'inscrire ailleurs. Mais la dose de café pour faire une goutte, pour l'instant, me paraît un peu excessive. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Ce qui me paraît précieux, en tout cas, c'est de poser cette intention claire. Il ne s'agit ni d'encenser le mental, ni de l'accabler, mais plutôt de tenter d'identifier quelle pourrait être une juste place pour lui. Donc, ma question va être un peu générale. Est-ce que, selon toi, le mental est fait pour tout piloter? J'imagine que non, mais comment? Tu pourrais nous expliquer ça? Expliquer, je sais pas, mais partager ma vision du monde. Déjà, tu m'as vu sourire parce que ce que tu dis, ça résonne tellement. Hein. En fait, j'ai l'impression que tu parles de moi, mais je crois que tu parles de toi. Et cette différenciation mentale, et d'ailleurs, comment est-ce qu'on pourrait nommer
le contre-pied du mental, ou on va dire la polarité autre, on pourrait dire le ressenti. On pourrait dire l'expérience directe, on pourrait dire la conscience. Pareil, on va mettre plein de mots dans une valise qu'après on va chercher peut-être à, à nuancer. Mais je crois que moi j'ai découvert ça très tard et j'arrive dans la vie avec une non-différenciation, une non-dissociation du mental du ressenti, et certaines expériences que tu qualifies comme des maladies, des accidents, vont faire que, hop, il y a un truc qui se passe, et effectivement, moi, c'est arrivé très très tard. Je pense que de réaliser que je ne suis pas mon mental, je ne suis pas cette voix intérieure, est venu vers peut-être 33, 34 ans, à travers des expériences transcendantales. Et aujourd'hui, 6-7 ans plus tard, je réalise et je rencontre des gens qui n'ont pas encore touché cette réalité qui consiste à percevoir de manière purement cellulaire. C'est comme un réveil, c'est comme un éveil, c'est comme si la manière d'être au monde changeait fondamentalement quand on réalise qu'il existe autre chose que, d'ailleurs, ce qu'on appelle le réseau mode par défaut, qui est en fait une manière par défaut d'être au monde et de se penser et de se raconter et de faire une narration à travers un discours interne qui a, à mon sens, pour but de nous dissocier des expériences douloureuses de l'existence qui, encore une fois, en tant qu'enfant, ont été vécues de plein fouet de manière cellulaire et émotionnelle. Et donc, il se peut qu'on se construise justement un fichier Word encore alternatif ou un joli PowerPoint. Et je pense que c'est la fonction du mental d'essayer de rationaliser. On arrive dans un monde où on nous explique des choses, mais finalement on ressent plein de choses. Et donc l'idée, quand on est habité par un sentiment général d'insécurité, ce qui est le cas pour beaucoup lors de familles dysfonctionnelles, ou lorsqu'un événement extrêmement brutal n'a pas été traité, ni reçu, ni accueilli de manière correcte, eh bien il va y avoir cette tentative de rationalisation qui est également un des symptômes délétères de notre société, à travers le scientisme par exemple, ou à travers un scepticisme démesuré à l'égard des spiritualités. C'est cette tentative de tout vouloir expliquer par l'outil du langage, et qui trouve des limites dangereuses. Et comme tu le disais, il arrive à un moment dans la vie où un accident, une rupture, une expérience psychédélique, une expérience chamanique, une expérience transcendante va nous faire, comme, moi j'appelle ça, éclater une ampoule en nous, et le liquide de l'ampoule se répand dans chaque partie du corps, et on se rend compte qu'il y existe une autre manière d'exister au monde, qui est plus basée dans la corporalité, dans la présence, dans le ressenti. Et une des phrases qui m'avait ouvert cette porte, c'est « Si je peux m'observer en train de penser, c'est la preuve que je ne suis pas mes pensées, mais bien une conscience observante. » Voilà ce que je peux partager à ce sujet. Bah super, super. Il y a vraiment justement dans ton expérience qui est singulière, un point de départ qui va résonner avec beaucoup des personnes qui suivent cette chaîne, et puis moi y compris. Et je pense que justement le chemin qui a été le tien d'après ce point de départ est suffisamment particulier pour qu'il puisse être intéressant, parce que tu vas nous montrer des choses qui sont expériencées par toi, et qui sont pas spécifiquement les chemins habituels avec ce point de départ. Et c'est ça que je trouve passionnant, entre autres, dans cet échange qu'on est en train d'avoir. Donc ça, c'est chouette, parce qu'il y a un témoignage d'une singularité bien appuyée, et qui a une richesse en soi, qui n'est pas à remettre en question. Jouons ensemble à explorer tout ça, à explorer nos points de vue et là où ils nous amènent. Et dernièrement, justement, je me dis que historiquement, dans la partie du globe à laquelle on appartient, il y a comme une chose qui s'est un petit peu manifestée, c'est que le mental est passé de serviteur à maître, j'ai l'impression. Et est-ce que tu as une idée de comment ça a pu arriver du point de vue historique et chronologique? Est-ce que tu t'es intéressé au fait que, au niveau occidental, c'est quand même comme ça que c'est majoritairement incarné? Un humain en Occident, s'il est né en Occident, va avoir un mental qui va être passé de serviteur à maître. Est-ce que d'ailleurs c'est le cas? Est-ce que
on peut historiquement dater un moment de bascule, ou est-ce qu'en fait, le mental a toujours été un peu le maître à bord? Je sais pas. Ben, je pense qu'on pourrait encore une fois rentrer dans dans beaucoup de spéculations. Moi, il me semble, dans ma lecture des choses, c'est qu'à un moment, l'humain, quand il commence à se sédentariser, il a besoin d'une notion d'ordre collectif ou d'ordre public. Et il va y avoir à ce moment-là l'érection, la mise en place de règles, de lois, de codes. Et plus la société sédentarisée est grande, eh bien plus ces règles doivent être fermes jusqu'à confiner. On l'a vu avec par exemple le christianisme en tant qu'institution, jusqu'à confiner à une forme de dogmatisme qu'on ne peut plus contester. Et pour moi, dans ma lecture, c'est vraiment le caractère important des groupes qui va confiner à une mise en place de dogmes toujours plus restrictifs, toujours plus rigides et toujours plus enfermants. En tout cas, c'est ma lecture des choses. Sur des groupes beaucoup plus petits, on est dans une intersubjectivité plus intime, plus flexible, qui permet qu'en fait, on n'a pas besoin d'une forme de décentralisation des règles et qui va créer des souffrances chez les individus. Pour revenir à ce que tu disais au niveau de l'Europe, quand on regarde un petit peu comment a été peuplée l'Amérique ou comment a été peuplé l'Extrême-Orient, on avait un peuplement qui était beaucoup plus disséminé, donc des communautés qui étaient organisées de manière beaucoup plus autonome et beaucoup plus avant j'ai dit décentralisée, mais je voulais dire centralisée, de manière beaucoup plus décentralisée, beaucoup plus locale. Et en Europe, on avait donc un petit espace pour une démographie extrêmement importante, donc on avait des structures sociales extrêmement importantes qui, comme je le disais, nécessitaient des lois extrêmement strictes et moins localisées, moins personnalisées, beaucoup plus sévères. Et on pourrait penser que le mental est l'apanage, justement, de sociétés ou de groupes sociaux dont la taille les pousse à une forme de surcontrôle. On a, je crois, dans la dérive que notre civilisation est en train de vivre, on a des traumatismes au sens collectif qui sont transgénérationnels. Par exemple, le fait que la nature est dangereuse, elle est hostile. Il se peut que dans certaines parties du monde, suite à une éruption de volcan, une invasion de grillons ou de choses comme ça, une culture ait intégré le fait que la nature est dangereuse et donc va développer une propension à la domination de la nature, à la distanciation de la nature. Et moi, je crois que c'est le plus gros problème que notre civilisation est en train de traverser. Ce sont les symptômes d'une distanciation constante de la nature, et je rapproche bien sûr nature, vivant, intelligence du vivant, conscience et spiritualité. Tout ça, on est dans le transcendant, dans le non palpable, dans le non scientifique, dans le non mesurable, et donc on va développer une attitude de domination envers ce qui va constituer le vivant et la nature. Et donc là, on le voit à travers les considérations écologiques. Pareil, dans certains endroits du monde, c'est en anglais scarcity, en français c'est la rareté des ressources va nous pousser à faire de l'accumulation. Et là, on voit, c'est là où le capitalisme va prendre forme et qui va nous vendre des rêves qui ne sont pas les nôtres. Et ça, c'est pareil. Quand on évolue dans, on va dire, cette culture-là, eh bien, l'ego va être en inflation, puisqu'on va nous expliquer que c'est avec un gros ego qu'on va sortir un petit peu la tête du groupe, et le mental étant son outil par définition, c'est le mental qui va de nouveau être suremployé, au même titre qu'on a besoin de suremployer le mental pour dominer tout ce qui n'est pas le mental, qui est naturel, qui est transcendant, qui est spirituel, la poésie, l'art, l'amour, le tantra, que sais-je, la sexualité aussi.
Et puis après, alors tout ça, tout ce que je suis en train de dire, faut quand même que je le dise, ça m'a été transmis par un jeune homme qui a beaucoup travaillé là-dessus, qui s'appelle Benjamin Castello, donc je le salue au passage. Et puis après, quand on a une société encore plus grande, eh bien, il y a une obligation de la part des gens qui vont vouloir une uniformisation, une obligation de conformisme. Et ça aussi, hein, le conformisme, c'est vraiment une pression sociale qui vise à une uniformisation en faveur d'un ordre public et qui va créer beaucoup de souffrance chez les neurodivergents, les neuroatypiques, les artistes, les poètes et tout simplement ce qui vient un petit peu réprimer le mouvement de la vie lui-même, qui est la diversité. Et voilà, et puis après on pourrait encore rajouter le matérialisme et tout ça, tous ces aspects-là, ces corollaires qui sont en fait des SSPT ou des PTSD, des syndromes de stress post-traumatique, suite à des traumas civilisationnels que nous avons vécus à un niveau de développement un petit peu archaïque, eh bien, donne lieu à des comportements qui deviennent délétères et qui prennent la forme d'un suremploi du mental et, au point de vue culturel, qui prend la forme du capitalisme. Ok. C'est des choses. Ouais, mais c'est super, il y a plein d'éléments dans ce que tu viens de dire. Du coup, ce que je me dis, moi, quand je t'écoute, il y a plusieurs choses qui me viennent. Alors, avec mon jargon, et puis de toute façon, c'est pas un mot que j'ai inventé, mais je parlerai d'institutionnalisation, et quand j'utilise ce mot-là, c'est une tendance à avoir une seule stratégie, une seule façon de faire pour tout le monde. C'est-à-dire, on va figer le vivant de manière à pouvoir le contrôler. Et on va le faire pour que ça soit accessible au maximum de gens, c'est-à-dire que tout un tas de gens vont devoir se conformer aux mêmes règles, peu importe qui ils sont en fait finalement, peu importe leurs problématiques, leurs aspirations, leurs élans, leurs capacités, etc. Donc c'est très restrictif, mais parce que c'est une volonté d'envoyer la même information partout. Et je vois en fait c'est cette tendance qu'on a au niveau de l'humanité, puisque quand on a l'occasion, on va fabriquer des meubles à la chaîne et on va monter des Ikea partout. Quand on a un vaccin, on va l'imposer à tout le monde, etc., etc. Donc il y a une propension de l'humain à vouloir trouver une solution qui s'applique à tout le monde, alors que dans le même temps, on est en train de réaliser, j'ai l'impression, et puis c'est plutôt de ce côté-là que je me tiens, et j'ai l'impression que toi aussi, dans le fait que chaque organisme est différent et que bientôt, quand on arrivera à quelque chose de vraiment élaboré, par exemple au niveau de l'alimentation, eh ben on pourra trouver un régime alimentaire pour une personne, et ce sera presque jamais le même, ou en tout cas il y aura des typologies plus diverses, etc., etc. Et donc d'où ma question. Tout à l'heure tu disais avoir écouté Aurélien Barraud, et dans son discours en fait il y a quelque chose moi qui me dérange à titre personnel. C'est pas que je suis pas d'accord avec son constat, c'est que son constat le mène à vouloir, j'ai l'impression, d'une certaine manière surtraumatiser, parce que les gens ont des comportements qui sont comment dire, dans le consumérisme et tout ça, avec beaucoup de, comment dire, il y a beaucoup d'intensité dans la façon dont on peut être déraciné de notre propre corps, de nos sensations. Et donc on compense tout ça avec un maximum de choses qui sont déjà toutes prêtes et tout ça. Donc on utilise beaucoup de choses qu'on peut considérer comme négligeables ou artificielles, etc. Mais n'empêche que le mode de vie actuel, il est basé là-dessus, voilà, pour une partie importante des gens. Et le fait d'imposer par la loi, et donc de recourir justement à ces institutions pour rétablir la situation, est-ce que c'est pas rajouter un traumatisme par-dessus le premier? Et dans ce cas-là précis, qu'est-ce que ça donnerait au niveau collectif de ne pas avoir à cœur de respecter la diversité que je cite actuellement et que tu citais juste avant? Je sais pas si tu comprends ma question. Oui, en tout cas, je crois l'avoir compris. Je ne suis pas sûr que le discours d'Aurélien Barraud, c'est d'avoir recours aux institutions pour inverser la tendance. Je ne crois pas. En tout cas, c'est pas ce que j'ai compris. Bien au contraire, en fait, ce que je disais hier en lui posant une question lors de sa conférence, c'est qu'en fait, les mesurettes écologiques que les institutions nous incitent à prendre au niveau individuel, ou même les mesurettes, les petites mesures au niveau institutionnel, en fait, auront pour objet de ralentir de 1 km/h la vitesse à laquelle on va percuter le mur de plein fouet. Et donc, ce que dit Aurélien Barraud, c'est qu'en fait, ce n'est pas notre manière de consommer qu'il faut changer, c'est vraiment notre rapport au monde d'un point de vue
profondément ontologique, on va dire. Hein. Et c'est un peu ce que je retiens de son discours par rapport à ce que tu dis. Je ne suis pas convaincu qu'il incite au recours aux institutions, mais bien à peut-être, et en tout cas c'est en dehors d'être astrophysicien et conférencier, c'est un poète, et donc il parle de ce rapport à la poésie, de ce rapport à l'art, au vivant, à la nature, pour quelque part réenchanter, réhumaniser, resensibiliser à des choses qui sont beaucoup plus fondamentales que les technologies auxquelles nous sommes devenus complètement addicts. Et donc mon expérience personnelle de cela, c'est un petit peu tout l'exploration que j'ai fait à travers les antéogènes et les psychédéliques. Et donc les études scientifiques nous montrent qu'il y a un certain niveau de corrélation entre ces expériences personnelles transcendantes des psychédéliques et des antéogènes et le développement d'une sensibilité écologique. Parce que ce sont des expériences qui vont nous convoquer, les gens comme nous, c'est-à-dire surmentalisés ou en TDAH, peu importe, ils vont nous convoquer à une certaine corporalité, une certaine sensorialité, qui fait qu'on ne va plus pouvoir ignorer qu'il se passe des choses dans notre corps, que ce corps-là est en lien avec le vivant avec un grand V, avec des considérations poétiques, artistiques, cosmiques, spirituelles, transcendantes, et que je crois personnellement que c'est le fait d'avoir perdu le lien avec ces dimensions-là, et c'est une spécificité française que d'aller stigmatiser les gens qui ont un lien assez étroit avec la spiritualité et qui en parlent, hein, puisqu'on va qualifier ça de sectaire, hein, c'est vraiment un sport national, et je crois que c'est la perte avec ce lien-là qui mène l'humanité dans la direction dans laquelle on va, quoi. Mmh. Ouais, j'entends ton point de vue. J'avais juste à cœur d'essayer de poser cette question qui est à chaud en fait. J'avais pas prévu du tout de te la poser, mais je sais qu'il y a quelques alarmes à l'intérieur de moi qui s'allument en dehors de la considération de la personne. C'est-à-dire que j'ai beaucoup de sympathie pour Aurélien Barraud. C'est juste que dans l'énergie qu'il envoie quand il parle, il y a quelque chose qui me parle profondément à titre personnel avec mes goûts personnels. Et il y a quelque chose que j'aimerais pas imposer à des gens qui ont pas du tout ma sensibilité. Voilà ce que je ressens moi, quand je l'écoute. Voilà. J'entends à travers ce que tu dis que les alarmes qui s'allument chez toi, c'est justement son côté alarmiste et fin du mondiste, visiblement. Je sais pas si je mettrais ces mots-là, je mettrais plutôt ce côté uniformisant de ce qu'il faut faire. Ce côté, il n'y a qu'une seule solution. Alors que, justement, la nature elle-même est une démonstration des multiples façons qu'a la vie de continuer sa route. Voilà. Ouais. Effectivement, le vivant trouve un chemin et quand on dit nature ou vivant, on s'imagine des plantes et des animaux, mais à mon sens, dans ma conception et dans ma cosmogonie, c'est beaucoup plus large que ça. Je suis bien d'accord avec toi. Voilà, c'était ça. Bah écoute, on se rejoint, c'est chouette. Du coup, on va pouvoir passer à autre chose aussi. On n'est pas là pour parler d'Aurélien Barraud, mais chouette, je suis content d'avoir fait ce petit crochet par chez lui. Je me demandais... finalement, dans ta conscience actuelle, dans ton accès à toi actuel, avec qui le mental devrait-il partager les commandes à égalité? C'est quoi la table ronde qui préside à ta vie actuellement? Le mental et... La sensorialité, je ne sais pas si c'est le bon mot. Dans mon langage à moi, j'appelle ça l'expérience directe du vivant. D'autres personnes vont appeler ça le ressenti par le corps, d'autres personnes vont appeler ça la pleine présence. En tout cas, je crois qu'on parle de la même chose. C'est l'expérience de ce qui est au-delà de la limitation et la délimitation par des mots, des concepts et des langages, mais plus par un ressenti. Et on le voit, hein, quand j'essaye de l'expliquer, quand on essaye de l'expliquer, le langage commence à s'effriter et à se déliter, parce que justement, ça ne peut pas être pris par le langage. J'ai mon auteur favori, Terence McKenna, qui disait, en parlant de cela, en parlant de la grande conscience, qui disait « Cela se débarrasse des mots comme une goutte d'eau sur le duvet d'un canard ». C'est-à-dire que les mots roulent sur l'expérience sans jamais pouvoir en témoigner aussi bien que
que nos sens. C'est-à-dire que ce qui se passe en méditation, si on pouvait l'expliquer, la méditation n'aurait plus aucun sens. C'est justement de pouvoir aller s'expérimenter et se vivre à travers des pratiques sur lesquelles le langage va perdre toute fonction. Ouais, j'entends. Et donc, du coup, cette zone, peut-être, ce serait celle de l'impartageable et de l'universel en même temps? Ouais, moi j'appelle ça le transcendant. Je dis pas que c'est de l'impartageable, en tout cas c'est de l'impartageable par le langage, et effectivement dans mes livres j'essaye de pouvoir amener à travers des mots, souvent très ampoulés, des grands détours, pouvoir amener les gens à la perception qu'il existe une expérience au-delà des mots, qu'on ne peut pas partager par des mots. Par contre, je pense vraiment qu'on peut la partager au-delà des mots. Elle est vraiment partageable, que ce soit à travers la sexualité, que ce soit à travers des pratiques de groupe, ou que ce soit à travers par exemple le tantra, qui est l'art de l'entrée en relation. Et plus on rentre dans ces dimensions non verbalisables, plus on va développer quelque chose qui parfois peut paraître comme un gros mot aux oreilles de certains sceptiques ou rationalistes. On va développer des considérations qui sont énergétiques. Et pour moi, c'était un gros mot, la considération énergétique, pendant 30 ans. Jusqu'au jour où je me rends compte que cette masse de chair et d'os, elle est animée par quelque chose que strictement aucune science n'explique. C'est-à-dire le phénomène de la vie, on n'a toujours pas expliqué ce qui fait que notre masse de chair et d'os est animée par quelque chose qu'on va appeler le vivant. Eh bien, quand on rentre en contact avec cela, pas de manière intellectuelle, mentale, égotisée ou linguistique, mais de manière expérientielle, eh bien, on se rend compte qu'on commence à pouvoir, et c'est gentiment dit, c'est pas péjoratif, à pouvoir manipuler cette énergie, à pouvoir faire circuler cette énergie qui est le vivant lui-même, et que la manipulation et l'interaction avec ce mystère va dépasser le cadre de notre corps. Il va pouvoir rentrer en contact avec les autres, rentrer en contact avec les événements, ce qu'on va appeler les synchronicités par exemple, et rentrer en contact aussi avec d'autres structures qu'on appelle l'inconscient collectif, et c'est là que le rêve intervient, puisqu'il vient nous parler en fonction des événements qu'on a vécus dans la journée, et quand on commence à toucher ce côté archétypal de l'existence, ce côté collectif et inconscient, non mentalisable de l'existence, on touche vraiment à ce que j'appelle la magie, et qui n'a pas très bonne réputation aujourd'hui. Mais en tout cas, quelque chose se passe, et on ne peut que se taire pour l'expérimenter. Ouais. Ouais, merci justement pour ton partage, parce que là, pour le coup, je me sens moins aguerri que toi dans l'expérience. C'est-à-dire que je suis plus perché encore dans mon mental que ouvert à ces considérations, même si je me rends compte qu'au fur et à mesure du temps, très naturellement, les mots qui sont liés au flux d'énergie font de plus en plus partie de la façon dont j'exprime spontanément ce qui est en train de se passer pour moi. Donc je laisse faire les choses tranquillement. J'ai pas envie de brusquer non plus ce truc-là. Je pense que ça va se faire en temps et en heure, mais je suis content d'aller dans cette direction. Voilà, petite parenthèse. Ce que je peux partager ici, donc tu parlais de mots associés à des flux d'énergie. Si je prononce un mot, ça va faire quelque chose dans ton corps, et vice-versa. Sauf que nous, humains occidentalisés et matérialistes, consuméristes, accumulateurs, etc., on va chercher à communiquer à travers les mots, donc le ressenti qui est procuré par l'expérience ne peut même plus être ressenti, puisqu'on va chercher à le communiquer avec des mots. Dans la pratique du tantra, ou plus exactement du néo-tantra, des êtres humains se rencontrent, ils développent l'art d'entrer en relation, et dans cette pratique du néo-tantra, la sexualité au sens génitalité est complètement exclue. Elle est interdite, et du coup, le rapport humain, en l'occurrence, pour ces cas précis, le rapport homme-femme, est complètement désexualisé, et ce qui permet de pouvoir accéder à une manière d'entrer en relation qui est complètement exonérée de toutes les projections et de toute la libération émotionnelle qui, dans notre société de consommation, va prendre la forme de la sexualité. Eh bien, là, c'est pareil. Si dans une interaction avec quelqu'un, on s'affranchit de l'idée de traduire ce qui nous traverse par des mots, eh bien, le ressenti peut vraiment être ressenti sans être, on va dire, évacué par des mots.
C'est une autre Mhm. piste, une autre manière de voir les choses. C'est-à-dire, et c'est pour ça des fois que dans beaucoup de traditions, il y a des vœux de silence qui durent longtemps. C'est parce que l'incapacité de communiquer en mots va permettre de faire en sorte que ce ressenti puisse fleurir, évoluer, circuler, se complexifier, et éventuellement on va pouvoir rentrer en relation avec cela. Ok. Ouais, ouais, je comprends bien. Je comprends bien. Là, pour le coup, on rentre dans des considérations où on dédie sa vie au fait d'être une antenne qui reçoit et qui se délecte de recevoir et de laisser circuler, etc. Est-ce que ça fait partie, toi, de tes aspirations, ça, personnellement? Non, non, quand tu disais dédier sa vie, j'allais dire dédier 1 heure Ouais, ou ok. dédier 5 minutes. Quand je vais me promener en ville, des fois c'est 5 secondes. Quand je mange un carreau de chocolat ou quand je vois, en ce moment, c'est les cerisiers en fleurs, des fois c'est 5 secondes. Et j'ai l'impression que la vie, en tout cas ma vie, est un constant aller-retour entre les considérations mentales, intellectuelles, et toujours ce petit retour à le geste, c'est ça, tu vois, cet alignement, cette sédimentation de la conscience, pour se rappeler que au-delà d'être une structure intellectuelle qui essaye de résister à sa chute inexorable vers la mort en s'accrochant à tous les rochers qui sont tombés en même temps, pour paraphraser Alan Watts, hein, on est dans une chute inexorable vers le sol, et il y a des rochers qui tombent en même temps que nous, et en fait le mental, ce qu'il fait, c'est essayer de se raccrocher au rocher. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir abandonner cette frénésie et de juste regarder ce qui se passe quand ça se passe. Ouais. Ouais, merci pour ce que tu partages là. Vraiment, bah voilà, ça sort du centre. Donc c'est reçu. Cool. Je me demandais justement par curiosité, pour toi, qu'est-ce qui se passerait si on éliminait le mental de ce qui nous constitue? Oh, bah, peut-être qu'on redeviendrait des animaux. Si toutefois nous ne sommes plus des animaux, hein, j'en sais rien. Mais aujourd'hui, là où j'en suis dans ma cosmogonie, dans ma conception du mental, je trouve, et comme je le décrivais tout à l'heure, le mental est le symptôme d'une société, d'un groupe social devenu trop grand pour être contrôlable par une forme de naturalisme, par une forme d'instinctivité, par l'art, par la poésie, par des choses très corporelles. Et donc, c'est, si tu veux, cette je ne sais pas si j'ai raison, hein, de cette dérive démographique qui fait qu'on surpeuple, on surconsomme, qui fait que le mental devient l'outil de répression. Et ce qui est magnifique, c'est que, en quelque sorte, magnifique, c'est de voir que l'humanité court à sa perte à cause de la surmentalisation, sous-entendu de la distanciation avec le transcendant et avec la nature, qui dans un certain sens sont la même chose. Et, et donc en même temps, on va assister à un phénomène d'autorégulation. C'est-à-dire que trop de mental va faire que cette humanité qui grossit va finir par se réduire jusqu'à arriver à des groupes où le mental ne sera peut-être plus nécessaire. Et peut-être, je considère que la vie, la fonction, la nature même de la vie, c'est un mouvement de contraction et de dilatation. C'est une oscillation. Comme notre cœur, d'ailleurs on ne le contrôle même pas, alors ça j'y pense tous les jours, je ne contrôle pas le rythme de mon cœur, alors ça me fascine, le mouvement des saisons, le cycle menstruel, la lune, les marées, le cycle jour-nuit, tout est cycle et alternance. Et je crois aussi que l'humanité arrive à la fin d'un cycle de dilatation et qu'on va entamer un cycle de contraction. Et de la même manière, je crois qu'elle arrive à la fin d'une hypermentalisation qui va avoir des conséquences dramatiques. Et quand je dis hypermentalisation, je répète, c'est la distanciation avec le ressenti et avec le vivant, et qui nous fait perdre le lien fondamental avec le vivant non humain, qui sous-tend, qui sous-tend fondamentalement notre existence et qui permet notre existence. Ouais, entendu. Et il y a cette, tu vois, il y a une grande, en fait, il y a un grand calme dans ce que tu incarnes. Il y a quelque chose de posé, quelque chose de relié, de droit, d'aligné. Et en même temps, il y a cette conscience que l'humanité court à sa perte
Et j'imagine, à cet endroit-là, pour toi, c'est comment en fait? Je me demande, est-ce que c'est de la peur? Est-ce que c'est de la peur visitée? Est-ce que c'est de la peur invisitable? Est-ce que c'est du fatalisme, de l'espoir? Qu'est-ce qu'il y a à cet endroit-là pour toi quand tu te branches dessus? Il y a une forme de fatalisme puisqu'il y a en moi aussi une part de factualité, hein, c'est-à-dire de regarder les faits et de ne plus se poser la question est-ce que l'humanité court à sa perte, mais c'est plutôt quand, hein. À quelle vitesse on va heurter le mur? Est-ce que ça va être à 200 ou 201 km/h? C'est, je crois, la seule question qu'on peut se poser. Donc il y a du fatalisme évidemment, mais il y a aussi une certaine sérénité parce qu'en fait, quand tu rentres en contact avec le vivant, euh, dans une dimension transcendante, un contact transcendant avec le vivant. Et quand je dis vivant, les termes substituables, c'est la conscience, c'est le divin, peu importe ce qu'on va se raconter. En tout cas, c'est quelque chose où les mots ont du mal à prendre. Eh bien, je crois qu'on peut regarder cette fin de cycle avec une certaine forme de sérénité. Et je parlais tout à l'heure d'avoir pu, et on le trouve chez certaines personnes, d'avoir pu toucher une, une autre dimension de ce que nous sommes ici, c'est-à-dire tous les titres et les choses qui étaient très importants un jour dans ma vie. Et en même temps, quand ce Stéphane disparaît, quelque chose continue, une conscience observante continue. On le voit dans les expériences de mort imminente, avec la décorporation, on le voit dans des expériences transcendantales, que ce soit à travers les trans, à travers des gens qui témoignent de sortie de corps, ou les gens qui font des expériences avec les antéogènes et les psychédéliques. Il existe autre chose. Il existe un contenant plus grand que ce que nous sommes socialement et identitairement et corporellement parlant. Il y a quelque chose qui observe. Et j'aime dire avec humour, et ça prend avec les années une dimension de moins en moins humoristique. Nous sommes l'univers qui s'expérimente lui-même pendant un bref moment à travers une forme humaine. Il y a une autre phrase de Teilhard de Chardin qui dit tu n'es pas un être humain qui fait une expérience spirituelle, tu es un être spirituel qui fait une expérience humaine. Mmh. Donc, Ouais. tout ça pour répondre à la question, je crois que quand on a touché à ça cellulairement parlant, pas conceptuellement, hein, mais quand on a touché à ça cellulairement parlant, on voit la direction de l'humanité et de la civilisation comme une conséquence logique d'une distanciation avec la nature et le transcendant. Et c'est OK. Ok. Et je te rejoins là-dessus ça me fait penser à Jim Carrey qui disait je croyais être un mec qui faisait l'expérience de l'univers et je me suis rendu compte que j'étais l'univers qui faisait l'expérience d'être un mec ou un truc comme ça. Et ça aussi, ouais, j'aimais bien cette façon de voir les choses. Donc, ouais, et donc ça rejoint ma notion très très maladroitement maîtrisée, mais que je mets sur le tapis depuis tout à l'heure. Ça rejoint, il y a un surmoi. Ah, OK. OK. Oui. Oui, et puis tu disais que selon les individus, le surmoi prenait certaines formes. Chez certaines personnes, c'est le groupe, chez certaines personnes, c'est la religion, chez certaines personnes, c'est la famille. OK, tout à fait, maintenant je comprends mieux. Ouais, et je pense que ce surmoi, en fait, c'est peut-être ce qui manque quand on a une construction vraiment en solitaire, quoi. C'est pour ça, vraiment, j'ai mis le doigt dessus il y a 2 jours, donc je suis bloqué à cet endroit-là où, en fait, il y a des étincelles qui se font, où je me dis là, je pense que je suis sur quelque chose Mm. concernant les gens qui ont la trajectoire un peu similaire à la mienne, avec le fait de se sentir seul, et de dire, bah, à cet endroit-là, assez logiquement, si jamais, en tout cas, je me connecte à mon expérience, peut-être que je me rends compte que je suis le seul avec cette expérience et que finalement la solitude était ressentie de façon justifiée, mais je pense que ça peut faire écho à pas mal de personnes qui, en fait, n'ont pas trouvé de surmoi satisfaisant, n'ont pas trouvé de surmoi assez transcendantal pour s'y abandonner, et que donc du coup ils sont à la tête de leur propre empire avec leurs facultés humaines à l'endroit où ils sont traversés par des valeurs, des concepts, des aspirations, des énergies qui font pas uniquement partie de l'étage de l'humain. Les absolus ne sont que traduisibles de façon perfectible quand on les met dans la matière, et donc du coup on est à la fois à l'étage où on devrait être Dieu et à l'endroit où on ne peut pas l'être.
Oui, ça me paraît très pertinent. C'est juste que quand tu places le mot sur moi, dans ma narration à moi, il y a le mot transcendant, effectivement. Et j'aime beaucoup le mot transcendant de plus en plus parce que quand on revient à des considérations un petit peu plus rationalistes, eh bien l'Organisation mondiale de la santé, dans sa considération de la santé, aujourd'hui dans sa constitution, eh bien la santé physique, mentale et sociale. Ça fait 50 ans que l'OMS planche sur l'ajout d'un 4e pilier à la définition de la santé, qui est en fait une santé spirituelle. Et comment est-ce qu'on décrit la spiritualité, si ce n'est que par l'accès au transcendant. Mais après, chaque personne va mettre ce qu'elle veut derrière le mot transcendant, sur moi, etc. Mais donc, ça fait vraiment partie de la santé d'un individu que d'avoir dans ton langage un surmoi et dans mon langage un transcendant. Ouais, finalement, c'est la même chose. Et puis, mais justement, c'est bien qu'on ait des mots différents parce qu'on le regarde pas du même endroit non plus. On l'expérimente pas du même endroit non plus. Donc, c'est assez intéressant d'avoir plusieurs mots pour dire cette chose-là. Et puis, il faut dire que, justement, je pense que vraiment, et je vais essayer d'étudier la question un peu plus avant de qu'est-ce que c'est que le surmoi normalement quand on en parle, parce que là, je suis en train de m'en saisir de façon complètement, comment dire, hétérodoxe. Mais c'est pas grave. J'assume de faire ça parce que j'aime bien réfléchir à chaud. J'aime bien aussi jouer avec les invités, avec des informations sur lesquelles je viens de tomber, parce que c'est là où je m'amuse le plus personnellement. C'est là où je suis le plus critiquable, peut-être le plus fragile dans ce que je suis en train de poser, mais j'aime bien ça. Et j'ajouterais, juste pour dire ça, c'est le surmoi en question. Il peut être un surmoi punitif, il peut être un surmoi avec des figures humaines, il peut être un surmoi dans lequel on est inclus de façon beaucoup plus douce et où, disons qu'il y a une certaine harmonie entre le surmoi et soi. Oui, quand tu dis punitif, moi j'entends la notion rédemptrice. Souvent les gens dans ce que tu appelles le surmoi, ce que j'appelle le transcendant, ils vont voir un divin anthropomorphe et rédempteur. On est là aussi dans un phénomène d'introjection du Père, et c'est un champ fascinant qui pourrait nous tenir des heures. Je suis bien d'accord avec ça. Du coup, justement, c'est une invitation à peut-être faire un pas de côté. Et je me dis que, mais même si on va pas très très loin dans ma prochaine question, finalement, je me dis que l'humain est par définition juge et partie de tout ce qu'il vit. Et donc, d'après toi, comment parvenir à atteindre une confiance dans ces conditions? Waouh! Ça soulève tout plein de choses. Qu'est-ce que la confiance? Et est-il vraiment jugé parti à chaque fois? J'avoue être un petit peu sec sur cette question. Il n'y a pas de souci. J'essaye de voir d'où elle vient et ce qu'elle me fait. Est-ce que tu sous-entends à travers ta question que par le simple fait qu'on réalise d'être jugé parti, on sous-entend qu'on manquera toujours d'objectivité? Tout à fait. Ok, donc si tu sous-entends ça, ma réponse c'est l'expérience de vie est d'une subjectivité infinie et incontournable. Pour moi, dans ma manière de voir le monde, aujourd'hui, mais ça peut peut-être évoluer, il n'y a aucune objectivité. Je n'y arrive pas. Pour moi, on est tous des surfaces projectives en puissance. Et comme le dit mon auteur favori, Terence McKenna, la réalité est une hallucination collective culturellement renforcée. Et je crois que tout au plus, il y a une notion d'intersubjectivité ou de subjectivité consensuelle qu'on va nommer objectivité à un moment. Mais je crois, puisqu'on est dans le domaine de la croyance, que l'expérience de la vie, l'expérience du vivant est d'une infinie subjectivité et donc que nous sommes condamnés à la confiance. Ouais, je te rejoins, je te remercie de passer par ces mots-là pour l'exprimer. J'en aurais choisi d'autres, mais ça me rejoint vraiment. Donc je te remercie. Je me demande pour toi, à quel point faire un choix est quelque chose de difficile. C'est comment tu t'y prends quand tu as 2, 5, 10 chemins possibles devant toi. Est-ce que tu y recours toujours de la même façon ou est-ce que c'est à chaque choix sa technique, sa stratégie pour arriver à trancher? On me reproche souvent de faire des choix de manière trop tranchée. J'ai jamais eu peur de l'échec. Et donc, du coup, il y a ce côté chez moi où soit je gagne, soit j'apprends.
Et donc, moi, les gens souvent, quand il s'agit de lire mon CV ou mon parcours de vie, voient ça comme une succession de réussites. Moi, je vois ça comme une succession d'échecs. Parce qu'en fait, en filigrane derrière, je sais pas, c'est peut-être 5 ou 10 réussites subjectives, subjectivement perçues, mais avec des centaines et des centaines et des centaines d'essais ratés. C'est un peu la vie. C'est aussi le cas de la vie de Lincoln, par exemple, où en fait on se souvient de Lincoln comme le mec qui a aboli l'esclavage et qui est président des États-Unis, mais en fait sa vie, quand on la regarde en détail, c'est un cauchemar. Il n'a réussi qu'un truc dans sa vie, c'était être président. Et il en a fait un truc intéressant qui était l'abolition de l'esclavage. Mais tout ça pour dire quoi? Pour dire que les choix, je crois qu'ils ne m'ont jamais posé de soucis parce que j'ai pas la peur de me tromper. Et que plus j'avance dans la vie, plus les choix se font de manière intuitive et de moins en moins rationnelle. Et en plus, ça me va de plus en plus. Ok, bah, super. Écoute, si tu vois justement une harmonie entre toi et ce mode intuitif, bah voilà, ça sonne juste en fait, c'est ça que j'entends. Et justement, ma prochaine question, elle est intéressante. Je l'ai posée à plusieurs invités, mais vraiment à toi, ça m'intéresse d'autant plus de te la poser. C'est est-ce que à un moment donné, tu as dû dépasser ta peur de la folie? Et si oui, comment tu t'y es pris? Oh, oui, mais je vais malheureusement, encore une fois, revenir aux expériences psychédéliques, Mais je t'en prie. puisque c'est bien ces expériences-là qui nous mettent en contact avec une perte de contrôle, ou en tout cas la mise en arrière-plan du mode réseau par défaut. Et les gens comme nous, je dis comme nous, mais j'en sais rien, mais qui sont, on va dire, surmentalisés ou hyper vigilants, ont un mode par défaut, c'est-à-dire une manière d'être au monde qui est très égotisée, qui est très narratisée narrative pour ainsi dire. Et donc l'ego est en premier plan, et les expériences transcendantes qui nous convoquent à une corporalité et qui convoquent cet ego à passer en arrière-plan, qui vont court-circuiter ce qu'on appelle le réseau mode par défaut, eh bien, ça peut créer un vrai sentiment de panique, ce qu'on va appeler un bad trip. Et moi, pour les nombreuses expériences extrêmement difficiles que j'ai vécues à travers l'ingestion d'antéogènes et de psychédéliques, qu'on va appeler des bad trips, eh bien, c'est souvent toucher la folie. Et en fait, la folie, c'est la confusion de l'ego. C'est le serpent qui se mord la queue, c'est-à-dire c'est l'ego qui n'arrive plus à faire de sens avec le vivant. Et on est des êtres de sens, et c'est en ce sens aussi que je disais au départ de la vidéo que l'ego est fondamentalement utile, indispensable à notre manière d'être au monde et à cette société. Et donc, la folie, je pense l'avoir rencontrée à plusieurs reprises à travers ces expériences transcendantes qui changent la vie pour toujours. Et je crois, ce que j'ai compris aujourd'hui, c'est que la folie n'est qu'une confusion de l'ego. Et que quand on arrive à toucher la sensorialité, le ressenti, la présence directe, la pleine conscience, quand on arrive à toucher ça, à ouvrir cette porte, le spectre de la folie disparaît de plus en plus, puisque la folie finalement c'est l'ego qui n'arrive plus à être maître de lui-même et qui n'arrive plus à être maître et à faire sens avec ce qui l'entoure. Mais si on comprend qu'on peut aussi fonctionner sur un autre mode que celui du mental /ego /persona, eh bien, on rentre dans quelque chose qui s'appelle le vivant, et je crois que la folie n'a plus lieu, elle n'a plus de prise en fait. On est simplement dans l'expérience. Ouais, je reçois ce que tu me dis et je me dis quand même, il y a ce truc qui vient m'empêcher de tourner en rond quelque part, mais quelque part c'est une façon de considérer les choses qui est médicale et à vrai dire, encore une fois, je suis pas très qualifié là-dessus. C'est simplement le phénomène de décompensation qui me Oui. vient, c'est-à-dire que justement quand on passe par les plantes et quand on passe par les psychotropes pour accéder à quelque chose, c'est comme si on avait la possibilité soit d'ouvrir une porte, soit de la forcer selon où en est la personne, j'ai l'impression. Et donc impossible de savoir en fait avant de le tester ce que ça Oui. va faire.
je te propose de pas passer trop de temps là-dessus parce que j'imagine que c'est pas le sujet de la vidéo et j'ai fait de très nombreuses vidéos qui traitent de ce sujet. Quand on parle des psychédéliques, ce qui est différent des psychotropes, quand on parle des psychédéliques, et tu as bien raison, la porte peut être ouverte, d'ailleurs on peut même la laisser fermer, et on peut la défoncer et ça peut donner lieu à une expérience dite de décompensation ou psychotique, etc. Et en fait, il y a des paramètres à conserver pour éviter justement de forcer ces endroits qui ont besoin d'être respectés. Et les paramètres, c'est ce qu'on appelle de manière très connue le set and setting, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi au moment où je fais cette expérience, ou dans le contexte psychologique dans lequel je le fais. Le setting, c'est le contexte extérieur. Est-ce que je fais ça dans une rave party ou dans un concert de métal ou au contraire dans mon canapé avec la personne que j'aime? La dose, c'est-à-dire que prendre 1 centilitre de vin et 2 litres de vodka pour faire la comparaison avec quelque chose qu'on connaît bien, on se rend bien compte que pourtant c'est la même drogue, sous-entendu, petite parenthèse, c'est la plus dangereuse du monde, c'est la même drogue, mais on a 2 expériences radicalement différentes, juste à cause de la quantité. Et puis après, se bourrer la gueule avec du vin ou se bourrer la gueule avec une mauvaise vodka, on va pas avoir la même expérience non plus. Donc il y a une notion de qualité, c'est le 4e critère. Et puis après, le 5e critère qui va définir le fait qu'une porte va pouvoir être forcée ou pas, ce qu'on souhaite éviter, c'est ce qu'on appelle la matrice, c'est-à-dire quel est l'environnement culturel dans lequel je fais cette expérience. Par exemple, quelqu'un qui va faire une expérience d'ayahuasca, si quand il rentre chez lui ou il rentre du Pérou, tout le monde lui dit « Alors, c'était comment? Ça a dû être fantastique, raconte-nous !» Ça a un impact sur sa psyché qui est très très différent de gens qui vont expliquer « Mais qu'est-ce que tu es allé faire au Pérou? Tu es allé te droguer, mais tu es complètement cinglé, tu as perdu la tête. » Et donc, on a ces 5 critères, set, setting, dose, qualité et matrice, qui vont faire en sorte, s'ils sont respectés, que rien ne sera forcé. Et puis, on peut faire une analogie avec n'importe quelle substance, n'importe quelle drogue légale, avec le café, avec le sucre, avec l'alcool. Eh bien, tout doit se faire dans la modération et dans le respect des limites de chacun et dans le consentement. Ouais. Bah, merci de faire ce petit crochet et effectivement, pareil, sous la vidéo, on mettra des liens qui mènent à des vidéos que tu as sur ta chaîne, donc on mettra ta chaîne en lien et puis il y aura moyen pour les personnes que ça intéresse d'aller plus loin vers ça, dans cette exploration qui a été la tienne et le témoignage que que tu en fais à différentes reprises avec des interlocuteurs qui sont beaucoup plus intéressés et beaucoup plus expérimentés que moi sur le sujet en question, même si il y a une certaine fascination, mais je crois que pour l'instant je vais le laisser à l'endroit où c'est fascinant, puis c'est tout. Et on verra bien si ça change à un moment donné. Par contre, c'est intéressant parce que ma prochaine question avait pour sujet la culpabilité. Tout à l'heure, tu as dit ne pas avoir peur de te tromper, et je me demande quelle place prend la culpabilité dans ta vie et quelle place elle a pu prendre par le passé. Me tromper, là je parlais bien de choix personnels et effectivement la culpabilité peut survenir lorsque ce mauvais choix va impliquer d'autres personnes. Moi j'aime bien dire que le contraire de la culpabilité, c'est pas l'innocence, mais c'est la responsabilité. La culpabilité, je vois ça un petit peu comme une double peine face à quelque chose qu'on a mal fait. Je considère qu'aucun être vivant est du mauvais côté de la barrière, c'est-à-dire que tous, autant qu'on est, on est persuadé d'agir pour le bien. Je ne crois pas qu'il existe une personne, j'exagère, je force un petit peu le trait, mais je ne crois pas qu'il existe une personne qui se lève un matin et qui dit « maintenant je vais faire le mal, et toute ma vie je vais être du mauvais côté de la barrière ». Et donc, on dit aussi l'enfer est pavé de bonnes intentions, mais la culpabilité, je crois que c'est vraiment quelque chose, c'est la pire énergie et le pire sentiment qui existe, c'est le plus générateur de cancer, et je crois, en tout cas dans mon expérience, que la porte de sortie, elle réside dans la responsabilité, c'est-à-dire ce que j'ai fait de mal. Est-ce que je me flagelle avec, ou est-ce qu'au contraire, je commence à, entre guillemets, l'incarner, à l'assumer. Et encore, dans la notion de mal, si bien mal, je suis pas fan de ces deux notions. C'est est-ce que j'ai fait quelque chose de fonctionnel? Est-ce que ce que j'ai fait qui me donne cette culpabilité, est-ce qu'elle va dans le sens de l'expérience que je veux faire de cette existence? Ou est-ce qu'on le contrevient à l'expérience que je veux faire de l'existence?
C'est un peu flou encore, c'est un peu bancal ce que je dis, mais en tout cas, j'aime bien mettre en face de la notion de culpabilité, la notion de responsabilité, et c'est ce qui me permet à moi peut-être de lentement garder la tête hors de l'eau. Ouais, mais c'est une super réponse. Et puis, de toute façon, toutes les réponses que tu donneras seront les bonnes, dans le sens où c'est ta couleur que j'interroge et c'est pas les réponses que j'attends qui sont derrière, tu vois, tapis dans l'ombre et qui attendent d'être validées. Je suis curieux vraiment de savoir comment t'éclaires ça. Et d'ailleurs, justement, le fait de mettre le mot de responsabilité en face du mot de culpabilité, je trouve ça très intéressant comme point de départ d'expérience de pensée ou alors de ressenti, justement. Parce que je trouve que ce mot-là, il a un poids, bah voilà, je sais pas, dans les interviews que je mène depuis 2, 3 fois, j'ai ce mot-là de culpabilité que j'ai envie d'explorer, en fait. Je me dis, ce mot, il a des répercussions, comme tu le disais, sur les santé, sur les corps, etc., qui est hallucinant, et puis sur les comportements entre nous, les comportements envers soi-même. Et du coup, par exemple, en allant chez moi, je vois une culpabilité lié au fait d'être né occidental, que je connais depuis longtemps, et qui est toujours pas tranquille. C'est-à-dire que, par exemple, dans ce que tu as vécu comme expérience en allant ben, à l'expérience des plantes maîtresses dans les pays où cela se déroule, moi j'aurais eu la culpabilité d'amener mon corps d'occidental jusque là-bas et quelque part ce qu'on appelle l'appropriation culturelle, un truc comme ça qui viendrait me gratter et dire je vais faire du tourisme, tu sais. Il y aurait eu un truc comme ça très violent à l'intérieur de moi avec beaucoup de culpabilité, j'en suis sûr, et c'est même ce qui m'empêche des fois d'envisager certains voyages parce que je ne supporterais pas symboliquement, ce que je représente n'est pas acceptable à trimballer n'importe où, en fait. Vraiment, il y a un truc comme ça encore. Donc je sais pas, qu'est-ce que tu en penses de ça? Dans ce que tu me dis, c'est qu'il n'est pas acceptable pour toi, et donc c'est un jugement de soi à soi, dans ce que j'entends, puisque c'est pas la norme, je crois que c'est pas un consensus que de dire que un occidental ou un blanc qui se déplace ailleurs fait de l'appropriation culturelle. Donc je sens ici ce que j'aurais à partager. Je sens ici que c'est vraiment quelque chose du coup qui t'appartient, que tu t'infliges à toi-même. Et la question qui émerge, c'est qu'est-ce que ça te permet de vivre, que de fonctionner comme ça, et qu'est-ce que ça t'empêche de rencontrer, de fonctionner comme ça. Parce que ces fonctionnements qui sont, comment dire, qui sont auto-centrés, c'est-à-dire ces jugements qu'on se porte à nous-mêmes et que moi aussi je trimballe dans un gros sac à dos, souvent ils sont des concepts normatifs pour nous éviter d'avoir à ressentir quelque chose. Et ici, peut-être que le fait de ressentir qu'on fait de l'appropriation culturelle et on se comporte en colonisateur ou en privilégié nous fait sentir quelque chose de traumatique. Et donc, on se construit une narration et notamment on se construit une culpabilité de notre occidentalité pour éviter de ressentir cet endroit traumatique que l'on ressentirait au contact d'autres populations, par exemple. Souvent, la culpabilité, elle a aussi une fonction protectrice, quoi. Hein. Je me sens coupable de quelque chose pour surtout pas aller voir ce qu'il y a de l'autre côté de la culpabilité parce que c'est là où c'est vraiment très douloureux. Mais je mets ça sur la table justement de manière complètement honnête, de manière non pas à habiller les gens qui ont envie d'aller dans ces civilisations d'accusations quelles qu'elles soient, c'est juste que je ressens à l'intérieur et j'ai bien conscience du fait que c'est pas vraiment à sa place. Donc je le mets là par souci d'honnêteté en disant il y a un truc qui travaille en moi. Ça ne fait pas porter de jugement sur les autres personnes qui se permettent de le faire. Simplement, je vois qu'il y a quelque chose qui bloque. Et notamment, dans ce qui bloque, si jamais je continue un peu l'exploration, on va vite passer à autre chose quand même. En gros, je me dis, c'est l'endroit de la peur d'être un oppresseur qui est là. C'est donc le fait d'être un homme avec toutes les caractéristiques de l'oppresseur tel qu'il est montré du doigt assez vigoureusement ces temps-ci. Et donc, il y a ce truc-là en fait, de voir aussi que dans les échanges culturels, par exemple, je pense à quelqu'un comme Arnaud Desjardins, qui a à la fois contribué à faire circuler la sagesse orientale jusqu'en France, mais qui a aussi initié le tourisme des Français vers des parties du globe, avec une certaine uniformisation à l'endroit où ça se rencontre, en fait. Il y a un échange forcé, et c'est ce truc-là c'est pas possible d'aller visiter un endroit sans le marquer quelque part nous-mêmes de notre présence. Et c'est ce truc-là, en fait, mon fantasme, ce serait de pouvoir aller faire ce que t'as fait, d'une certaine façon, mais c'est pas, tu vois, mais sans avoir été là-bas. Tu vois ce que je veux dire? Je comprends tout à fait.
Néanmoins, dans ce que tu décris, c'est la peur d'être un oppresseur, et donc le sentiment d'être un oppresseur est quelque chose de très connu dans ta vie, ou c'est un endroit où tu as été, qui semblerait, où tu as été touché de manière douloureuse, Ah oui, bien et sûr. ce qui crée une répulsion. Et voilà, mais je pense que c'est des choses que tu as vraiment explorées de toi à toi déjà. Ouais, bien sûr. Bah, si je vais à l'endroit où j'ai peur d'être un oppresseur, il y a de l'ingérence là-dedans de toute façon. Donc, je suis au courant de ça. C'est-à-dire que, en fait, les autres sont libres de m'accueillir ou pas, et donc je fais de l'ingérence en décidant pour eux que j'ai pas le droit d'y aller. Mais je sais très bien ça. N'empêche que ça reste fermé pour l'instant. Mais c'est la vie, hein. Voilà, c'était un Ouais. cas pratique. Donc, on va passer à la suite. Je me dis aussi, comment, selon toi, ouvrir et habiter un espace intérieur confortable en dehors du mental? Tu nous as exprimé à quoi ça ressemblait pour toi, mais la démarche qui t'a permise d'accéder à ça, hormis la prise de psychotropes, est-ce que ça a été euh, euh, comme une espèce d'entraînement, comme une espèce de discipline pour habituer le mental à ne plus dominer la place? Eh bien avant les psychédéliques, il y a eu la méditation. Donc j'ai été très touché par toute la culture zen et toute la philosophie zen, notamment le Soto Zen que j'ai découvert à 18 ans en tombant par hasard sur un livre. Et puis après beaucoup de romans initiatiques, je pense à Dan Millman, je pense à Eckhart Tolle, des choses qui étaient qui ont commencé à venir des États-Unis dans les années début des années 2000, fin des années 90, dont je me suis beaucoup inspiré. Et donc avant la découverte des psychédéliques, que j'ai découvert tardivement, vers 25-26 ans, il y a eu la mise en place d'un substrat qui m'a fait penser que les expériences psychédéliques n'étaient pas récréatives mais transcendantes. Et du coup, qui m'ont permis de coller à ces expériences-là une dimension fondamentalement spirituelle, plus que récréative. Et donc, je crois tout simplement qu'avant ces expériences-là, il y a eu vraiment la création d'un terreau fertile, et si tu veux, à travers la méditation, à travers le zen, le soupçon, le fait de soupçonner à travers les écrits des autres, notamment Taizen Deshimaru, qu'il existe autre chose. J'y ai pas du tout accès, mais à travers la lecture de certains koans, par exemple, ou de certains contes chinois, de contes zen, il y a comme une odeur que, à une certaine époque, ou quand on lit le Bouddha, les paroles rapportées du Bouddha, et qu'il existe autre chose, quoi. Et ça, je crois, en tout cas, je pense que ça a été la mise en place du terreau fertile, que ça a permis justement l'éclosion qui est venue plus tard. Donc moi, ça a été les lectures et la méditation, sachant que je n'y ai pas accédé à travers la méditation, mais en tout cas, c'est ce qui a préparé la base. Mmh. Ouais, c'est très clair. Il y a un travail de plus. C'est multifactoriel et multiroute, quoi. Et ça amène à la possibilité de le vivre sereinement parce que ça s'est joué sur plusieurs niveaux en même temps ou Oui, dans le temps. Ouais. la littérature, quand bien même ce sont des expériences qui sont difficilement communicables en mots, hein, mais certains livres peuvent vraiment, vraiment, vraiment ouvrir des portes. Ouais. Oui, pour peu que ce soit vraiment juste le pas d'après pour nous. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi être incarné? Bah, être incarné, ça me donne tout de suite le goût on peut être désincarné. Donc, ta question, elle porte en elle un postulat, c'est la différenciation entre la carne, ce que je décrivais plutôt comme le sac de chair et d'os, et quelque chose qui s'incarne. Donc j'aime bien la question, je sais pas trop y répondre autrement. Être incarné, allez, je vais essayer. Euh, Être incarné, c'est faire l'expérience de la vie sans... C'est très intuitif, hein, mais sans fuir l'ombre, mais en allant ingérer l'ombre.
Donc là, on est dans des considérations jungiennes. Hein. Des fois, je suis entouré de gens dans mes stages qui disent non, mais moi, il y a que la lumière qui m'intéresse, quoi. Je vois pas pourquoi on passerait un stage à parler de l'ombre, quoi. Ça ne fait aucun sens. Alors que on voit ça aussi, on pourrait rapprocher ce que je suis en train de dire du taoïsme. Hein. Le yin n'existe pas sans le yang. Hein. C'est complètement illusoire d'imaginer cela. Hein. Et donc être incarné, c'est de porter en soi une dualité. Un jour, j'ai écrit « N'est pas lumineux celui qui court vers sa lumière, mais celui qui porte sa petite lueur, aussi petite soit-il, dans les souterrains pour aller explorer son ombre. » Et je crois que c'est ça, être incarné, c'est de sortir de cette polarité bien-mal et de commencer à l'ingérer, de faire un travail d'alchimie, de l'ingérer et de la digérer pour être complètement affranchi du réductionnisme dogmatique qui consiste à dire c'est bien, c'est mal, quoi. Et je préfère dire c'est agréable ou c'est désagréable plutôt que de dire c'est bien, c'est mal. Ben, merci d'avoir poussé ta réponse jusque-là. Voilà. Moi, j'ai rien à ajouter. Je souscris. T'as vécu un burn-out. Alors déjà, je me demandais si tu voulais bien nous partager un petit peu de cette expérience et je me demandais est-ce que le burn-out, c'est le monde émotionnel qui vient court-circuiter le mental parce qu'il a été relégué en arrière-plan et qu'il sature. Oui, ça me paraît tout à fait pertinent. Qu'est-ce que j'ai vécu en fait, c'est ça, si tu veux, c'est que je sais pas si on peut, le climat traumatique de l'enfance. Donc toi, tu parlais de tristesse et de dépression quand tu parlais de ton enfance. Moi, la tristesse et une éventuelle dépression a été recouverte par une colère absolument sans limite. Alors, ça nécessite ici l'ouverture d'une parenthèse sur la définition de la colère. Ça, j'en parle énormément dans mes stages ou mes entretiens. C'est la colère n'est pas une explosion de cris, de coups, et on casse des meubles et puis on flambe des bagnoles. C'est pas ça la colère. Hein. La colère, c'est ce qui nous fait lever le matin pour aller au boulot parce qu'on veut une carrière, ou c'est ce qui nous fait se battre pour l'être aimé. C'est ce qui nous fait construire des écoles ou quelque chose comme ça. La colère, c'est l'énergie du vivant en mouvement. Hein. Et donc la colère n'est pas nécessairement le théâtre ou l'expression d'une violence, d'une brutalité ou de beaucoup de bruit et des coups. La colère, elle est présente tous les jours. Et moi, la colère, dans cette enfance, puisque la tristesse, c'était la mort, donc je pose la colère dessus, et la colère, c'est faire une carrière en tant que joueur de billard. Et donc, j'en suis arrivé à faire des championnats d'Europe, championnats du monde, jusqu'à arriver déjà à un burn-out qui n'était pas identifié, mais qui mène à la cessation immédiate d'une carrière de joueur de billard. Et puis après, cette colère, elle continue, il faut bien la rediriger, puisqu'elle n'est plus dans le sport, maintenant il faut en faire autre chose, dans l'inconscience bien sûr la plus totale. Eh bien on va faire ça dans la finance. Tiens, la finance c'est bien, il y a de l'argent, c'est cool, donc on va faire ça. Et en fait, je suis toujours animé par une colère qui devient extrêmement mentalisée. Tu imagines bien, dans la banque, la finance, il n'y a pas de royaume plus mental que cela. Et puis, je suis poussé dans le dos par cette main. Souvent je dis une main noire, mais là pour le coup ce serait une main brûlante ou une main rougeoyante, qui dit à notre inconscient, ou qui vient de l'inconscient et qui dit « si tu ne fais pas carrière, tu rates ta vie, si tu ne fais pas carrière, tu es un moins que rien, comme ton père te le disait, etc. etc. » Et donc on est poussé par, je pense, une réaction traumatique qui dans notre narration inconsciente nous fait dire que si on ne réussit pas, on va mourir. Et du coup, on finit par bosser 80 heures par semaine, on essaye de gagner beaucoup d'argent. Comme on bosse énormément et qu'on est malheureux, eh bien cet argent nous sert à compenser, à acheter plein de conneries, à multiplier les possessions matérielles qui finissent par nous enchaîner. Et à un moment, il y a quelque chose qui pète. Parce que on se rend compte que c'est une course qui mènera vers rien. Et vers toujours ce sentiment de rien. Et effectivement, ces 15 années passées dans la finance et la gestion de fortune m'ont montré que c'est le grand néant. Voilà.
c'est le grand néant, et j'en suis sorti par une voie un peu douloureuse, un accouchement un petit peu douloureux, mais moi, visiblement, je suis très long à la détente, donc il m'a fallu 15 ans de poursuite de l'illusion, d'accumulation de biens matériels, de faire valoir et d'ego, pour me rendre compte que c'était que du brassage de vacuité. Et effectivement, le burn-out, c'est les besoins émotionnels et primaires qui ne sont pas entendus et qui percent la carapace que le mental a essayé de faire tenir autour de cet enfant et de cette sensibilité qui n'a jamais été reçue, qui n'a jamais été entendue, qui n'a jamais été accueillie, et qui crie comme un gosse dans le placard, quoi. Hmm. Merci infiniment pour ce partage. Je fais une petite pause pour te dire le plaisir que j'ai d'échanger avec toi. C'est très chouette.